BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Retour en plateau avec Pascal Auclair pour la Française Asset Management et Ronan Blanc pour la financière Arbevel. Terminons sur les considérations générales et puis après on va traduire un petit peu tout cela en termes de stratégie et de conseils d'investissement. Il y a parmi les risques le risque politique qui est bien présent et vous l'avez dit sur la France avec l'élection présidentielle puis les élections législatives. On a également le Brexit. On a vu la Grande-Bretagne présenter son premier budget finalement et du coup la BOE se retrouve un peu toute seule face au Brexit. Et puis les Écossais qui ruent dans les brancards et Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise indépendantiste, qui nous dit on va remettre sur le métier, sur l'ouvrage sur le métier, voilà, avec un nouveau référendum. On n'en aura jamais fini finalement. Ça veut dire qu'il faut s'habituer au risque politique et que l'un chassera l'autre, Ronan. J'ai envie de dire, en Europe on est habitué, ça fait des années qu'on vit avec ce risque-là qui s'est matérialisé à certains endroits, notamment la Grèce. Sur la thématique sur les Britanniques, le budget est finalement assez conservateur. Là encore, ils ont bénéficié finalement de ces fameux risques du Brexit qui se sont pas matérialisés pour la bonne et simple raison que le Brexit n'a pas eu lieu. Les négociations, elles vont même pas démarrer vraisemblablement cette année. Donc finalement, les perspectives de croissance, en tout cas les prévisions qu'ils ont mis dans leur budget, nous paraissent sans doute un peu trop optimistes. Je crois qu'ils visent 1,6% de croissance l'année prochaine avec une dynamique de l'investissement de 3%. On a du mal, en se mettant à la place des chefs d'entreprise anglais, à se dire qu'ils vont dépenser beaucoup dans une année où ils ne savent rien finalement. Donc le risque, c'est plutôt que cette projection soit un peu trop optimiste. On aurait bien voulu entendre un discours un peu plus offensif sur comment l'économie britannique va pouvoir gagner en productivité pour essayer de compenser finalement les points positifs quand même qui étaient liés à l'adhésion à l'Union européenne. Donc ça, on l'a pas eu. Et puis les Écossais, ils jouent aussi leur étiquette. Bon, faut pas oublier que pour l'Écosse, son premier partenaire commercial, ça reste quand même la Grande-Bretagne. Donc les voir sortir de cette zone-là, ça paraît quand même un petit peu compliqué, mais voilà, on est toujours dans cette péripétie liée post-Brexit qui va continuer à nous animer. Mais là encore, les répercussions pour nous, sous la Manche, mais un peu plus haut. Oui, mais pour nous, Europe continentale, les répercussions sont relativement mesurées. Pascal, votre regard sur... On est en train de voir ce qu'on attendait sur les premiers effets du Brexit, cet attentisme lié à cet événement-là, bien sûr, et puis surtout sur les prix. On est aussi en train de voir que aujourd'hui les entreprises anglaises, elles ont une vraie difficulté à ne pas répercuter dans leur niveau de prix les effets évidemment sur la devise anglaise, et donc elles sont en train de dire qu'elles vont ajuster leur prix d'autant, et donc pressuriser les ménages, et donc on est qu'au début. L'autre jour, j'entendais Valérie Plagnol qui nous disait qu'il y avait eu une pénurie de courgettes cet hiver en Grande-Bretagne parce que les distributeurs, Waitrose, je crois, notamment, n'avaient pas voulu répercuter la hausse des prix espagnols. Absolument, toute la chaîne alimentaire, vraiment des distributeurs anglais est conditionnée par cet effet-là. Ils sont absolument pas autonomes. L'idée d'être autonome prendra du temps si c'est matériellement possible. Voilà, donc on est en train de voir le début de l'histoire du Brexit, de la véritable histoire économique du Brexit. Regardez d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'ont fait les rendements anglais sur le mois de février, alors que tout le monde est en train de se normaliser dans le beau schéma qu'on décrivait tout à l'heure. 30 centimes de baisse du 10 ans gilt. Voilà, à un moment où les break-even d'inflation devraient se tendre. Enfin, tout ça, on voit bien qu'on est un peu dans le désordre et que ça va être assez compliqué et qu'il est probable que l'année 2017 soit très difficile au UK. Du coup, sur nos marchés, peut-être actions et peut-être plus obligataires avec vous, Ronan, qu'est-ce qu'on prévoit? On se dit que là, une fois qu'on a les 5000, on va aller vers les 5005 s'il n'y a pas de catastrophe en mai en France. Comment vous construisez finalement la stratégie à la française? Alors, budget de risque significatif aujourd'hui dans le contexte que j'ai décrit, largement action. Alors, nos prévisions de progression des indices européens au début de l'année était voisine de 10%, calée sur nos perspectives d'amélioration des bénéfices. On n'a pas inventé autre chose. Et donc aujourd'hui, on a fait une partie de la trajectoire et on considère que si on enlève la prime politique qu'on a aujourd'hui, en particulier sur les marchés du corps Europe, mais France en particulier, eh bien cette trajectoire va se poursuivre gentiment vers ce 10%. Donc ça veut dire qu'on est suffisamment exposé en action pour profiter de ce mouvement-là. Le reste de nos budgets de risque,
que c'est toujours la même chose. C'est absolument pas de la duration obligataire dans le contexte de ce que je vous ai décrit. C'est au contraire du crédit, plutôt du crédit high beta, pas mal de subordonnées financières dans un schéma où on normalise les taux et où on croit beaucoup à cette sphère des subordonnées financières. Et puis sinon, du crédit high yield, mais là avec une vision assez globale. C'est pas uniquement l'Europe, c'est l'ensemble de la sphère crédit plutôt high beta qui nous intéresse. Voilà, donc pas de duration obligataire, du risque action, bien diversifié internationalement parce qu'objectivement, il n'y a pas qu'en Europe, nous semble-t-il, qu'il y a du potentiel. Donc on a encore des États-Unis, on est en train de remonter notre poche émergente qui nous semble être devoir bénéficier de ce thème de la reflation un peu en arrière de ce qu'on a observé aux États-Unis et en Europe. Et puis du risque obligataire, du vrai risque obligataire. Ronan, vous nous l'avez rappelé, vous êtes spécialisé sur les petites valeurs, sur les moyennes. Oui, tout à fait. Clairement, sur la partie obligataire, là, ça dénote pas. Hein, vu qu'on a un profil plutôt haussier sur les rendements, sur les taux souverains, on va privilégier plutôt les emprunts à taux variable. On va privilégier la désensibilisation des portefeuilles obligataires. En termes de sous-classe d'actifs crédit, on est également sur les subordonnées, qu'elles soient d'entreprise ou financières, parce que les banques bénéficient de cette hausse de taux, de cette quantification de la courbe en zone euro, qui est quand même une réalité, également de marges de crédit qui sont beaucoup plus élevées. Sur la dette émergente, là, on a été relativement absent. C'est vrai que dans les portefeuilles diversifiés, c'est quelque chose sur laquelle on réintervient de manière progressive, parce qu'il y a beaucoup de banques centrales qui ont retrouvé cette souplesse face à un scénario de prix un peu plus confortable. Et sur la partie action, vous l'avez dit, on est spécialisé des small et mid, donc c'est une classe d'actifs à part entière qui bénéficie de ce momentum sur la croissance et la dynamique européenne. Donc on reste pleinement investi sur cette partie-là et on continue à penser que la marge de surperformance par rapport aux grosses capitalisations est encore suffisamment confortable pour continuer à investir. Ronan Blanc pour la financière Arbevel, Pascal Auclair pour la Française AM était au cœur du face-à-face du jour. Merci beaucoup à tous les deux.